Europe 1. 8h14, bonjour Gabriel Attal. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du gouvernement en visite à Belfort. À 2 mois de la présidentielle, Emmanuel Macron a annoncé hier la commande de 6 réacteurs EPR de nouvelle génération et d'une option pour 8 supplémentaires, ainsi que la prolongation de tous les réacteurs qui peuvent l'être. Des annonces également aussi pour soutenir la production d'énergie renouvelable. Mais sur la question du nucléaire, c'est le grand retour d'un programme civil, Gabriel Attal ? Oui, c'est la reprise du flambeau de la conquête de l'atome dans notre pays. Pourquoi ? Parce que nous avons pris des décisions extrêmement fortes en termes de préservation de l'environnement, de lutte contre le réchauffement climatique, qui nous conduisent à décarboner notre industrie et notre économie. On sait que la demande d'électricité va énormément augmenter dans les années qui viennent. Et que si on veut être capable de fournir suffisamment d'électricité aux entreprises, aux usines, mais aussi évidemment aux Français qui en auront de plus en plus besoin pour se déplacer, pour se chauffer, etc., il nous faut investir dans le nucléaire comme dans les énergies renouvelables. Et c'est ce qu'a annoncé le président de la République hier. Tout de même, Emmanuel Macron qui chapeaute la vente d'Alstom Energy à General Electric en 2015. Emmanuel Macron qui ferme Fessenheim il y a 2 ans, ne remet à aucun moment en question la loi climat de 2015 qui prétend limiter la part du nucléaire à 50% dans le mix énergétique. Et il se réveille à 2 mois de la présidentielle en disant non, il faut beaucoup plus de nucléaire pour la France dans les 30 années à venir. Ah non, d'abord parce que sur la part du nucléaire dans le mix énergétique, on a pris des décisions dès 2017, précisément pour revoir la programmation pluriannuelle pour l'énergie qui avait été décidée dans le précédent quinquennat, justement pour prolonger le nucléaire. Et cette loi de programmation devra être revue en 2023, c'est la loi, et c'est aussi dans ce cadre que le président s'est exprimé. Il n'y a pas le changement de cap du président sur la question du nucléaire, Gabriel Attal. Il y a quand même ce doute qui pèse là aujourd'hui. Il y a toujours eu un soutien au nucléaire. Mais soutenir le nucléaire, ça ne veut pas dire ne pas regarder les sujets qui peuvent se présenter pour certaines centrales. Et oui, nous avons assumé la décision sur Fessenheim, qui était la plus ancienne centrale, qui était en plus présente sur une nappe phréatique importante, avec des rapports des autorités de sécurité nucléaire qui nous ont conduites à prendre cette décision. Il manque ces 1800 mégawatts de puissance aujourd'hui. On relance des centrales à charbon, ça n'aurait pas été mieux d'avoir Fessenheim aujourd'hui ? Ce qui manque, c'est depuis des années, voire même des décennies, une absence d'investissement dans le nucléaire. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps ? Pourquoi avoir attendu à 60 jours du premier temps ? Personne ne savait au gouvernement que notre parc nucléaire vieillissait, qu'on allait devoir produire plus et que les renouvelables n'y suffiraient pas. Il faut une crise de l'énergie pour qu'on se décide à relancer le programme. C'est pour ça que dès le début de ce quinquennat, nous avons revu la programmation pluriannuelle pour l'énergie. C'est pour ça que dès le début de ce quinquennat, nous avons investi massivement dans les énergies renouvelables. C'est 6 milliards d'euros par an. C'est le double d'il y a 10 ans. C'est pour ça que nous avons, dès le plan de relance, soutenu la filière nucléaire dans notre pays. Et nous relançons ce grand programme aujourd'hui. Nous avons évidemment les moyens d'affronter ce grand défi qu'est la transition écologique et la réduction évidemment de notre consommation d'énergie qui est nécessaire et l'augmentation de la demande d'électricité. Pour ça, il faut investir dans tout. Il faut investir dans les renouvelables et dans le nucléaire. Tous ceux qui vous expliquent qu'on pourrait faire l'un sans l'autre mentent aux Français. Et ils leur promettent une chose, c'est soit le charbon, effectivement, c'est le réchauffement climatique, soit la bougie. Je ne crois pas que les Français aient besoin ou envie de ça pour se chauffer ou pour s'éclairer. Combien va coûter ce programme EPR nouvelle génération, Gabriel Attal? Est-ce que c'est chiffré? Qui paiera? Le président de la République l'a dit, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros. Il l'a indiqué dans son discours. C'est un investissement de long terme, mais c'est un investissement nécessaire, encore une fois. Si on est capable, en France, de produire une électricité décarbonée beaucoup plus que nos voisins européens, une électricité moins chère, beaucoup plus que nos voisins européens, c'est précisément parce qu'on a ce socle nucléaire. Et c'est pour ça qu'on veut le poursuivre et réinvestir. Alors d'ailleurs, qui parlait hier? C'était le président ou le candidat? Évidemment, on vous pose la question en permanence, Gabriel Attal. Un sondage Odoxa pour le Figaro montre ce matin que 7 Français sur 10, c'est quand même beaucoup, commencent à s'agacer, qu'ils ne se déclarent pas officiellement. Il leur reproche de mener une campagne non officielle aux frais de l'État, Gabriel Attal. Non, vous savez, moi je ne crois pas du tout à ces fausses polémiques des oppositions. Par ailleurs, c'est des choses qu'on entend. C'est un sondage, là, c'est pas les oppositions. Là, oui, enfin bon, c'est des choses... Ça vaut rien, ça? Non, mais c'est des critiques qu'on entend. Vous savez, dans les oppositions, à chaque fois qu'un président de la République sortant a eu l'occasion de se représenter, on entendait ces critiques. Il y a jurisprudence, vous dites, c'est ça? Les autres l'ont fait? Moi, je vais vous dire, je pense que les mêmes qui aujourd'hui disent le président de la République aurait dû se déclarer candidat, etc., auraient été les premiers dans les oppositions à critiquer un président en campagne au moment où on avait affronté une crise sanitaire historique, au moment où on affronte une crise diplomatique très grave entre la Russie et l'Ukraine. Évidemment que les Français, ils attendent que le président soit
à sa tâche. C'est ce que fait le président de la République. Maintenant, évidemment qu'il y a une campagne électorale qui viendra et qu'en temps voulu, le président de la République aura à s'exprimer. Alors, vous me tendez une perche à propos de la crise en Ukraine. Joe Biden, cette nuit, dit la guerre est imminente. Il appelle tous les Américains à quitter l'Ukraine. Est-ce que c'est la vision que porte la France ce matin sur cette crise ukrainienne? Sommes-nous au seuil d'une guerre? Beaucoup d'experts disent que c'est fort peu probable qu'on aille jusqu'à l'affrontement militaire. La vision de la France, c'est de rechercher à tout prix des solutions diplomatiques pour arriver à la désescalade. Le président de la République a eu l'occasion de le dire. Ça ne veut pas dire qu'il y a une quelconque naïveté. Et le président l'a dit, Jean-Yves Le Drian l'a rappelé hier, nous savons que la situation est très tendue. Le président s'est rendu en Russie, il s'est rendu en Ukraine, il s'est rendu à Berlin où il a échangé avec le chancelier allemand, avec le Premier ministre polonais. Il y a eu hier une réunion très importante des conseillers diplomatiques, des chefs d'État et de gouvernement du format Normandie, c'est-à-dire Allemagne, France, Russie, Ukraine, entre les conseillers diplomatiques des présidents. On continue à avancer sur le volet diplomatique. Nous avons bien vu les déclarations qui ont été celles des États. Mais qu'est-ce qui lui prend à Joe Biden de dire ça, selon vous? Mais encore une fois, il ne doit pas y avoir ni de naïveté, ni de volonté de conduire à l'escalade. C'est la position que nous tenons. Nous ne sommes pas naïfs. Nous n'avons aujourd'hui pas d'informations qui nous conduiraient à prendre une telle décision. Si nous devions avoir un doute, évidemment que les mesures seraient prises. Vous prenez de la distance avec le gouvernement français, prendre la distance avec ce qu'a dit le président des États-Unis? Moi, je rappelle la position qui est celle de la France. Et dès lors que nous avons des décisions à prendre, que nous avons des propos à tenir sur cette crise, nous le faisons. Aujourd'hui, nous sommes dans la recherche de la désescalade. Nous avons, par les rencontres qui ont eu lieu au début de la semaine avec le président de la République et Vladimir Poutine, avec le président ukrainien, avec le chancelier allemand, nous avons, je crois, obtenu des engagements pour enrayer l'escalade. Il faut maintenant arriver à la désescalade et nous allons continuer par des solutions diplomatiques. Gabriel Attal, plusieurs centaines de véhicules sont en train de converger vers Paris depuis toute la France, dans une réplique des convois de la liberté canadiens. Est-ce que c'est le convoi de la honte et de l'égoïsme? Je cite là Clément Beaune, votre collègue du gouvernement, qui disait cela hier. Il y a une lassitude très forte chez beaucoup de Français face à une épidémie qui dure depuis 2 ans, face à des mesures difficiles qu'on a eu à prendre. Et depuis le début de cette crise, vous avez des responsables politiques, je ne sais pas si je peux employer ce terme, qui cherchent à capitaliser politiquement sur cette lassitude et cette fatigue en essayant de lancer des mouvements. Ils ont essayé de lancer un moment des manifestations le samedi. Attendez, quel responsable politique cherche à lancer des mouvements? Florian Philippot, à d'autres. Vous sous-entendez que ces gens, les convois de la liberté, sont manipulés, instrumentalisés? Je pense qu'il y a une instrumentalisation, oui. Initiée par des responsables politiques. Il y a une instrumentalisation, mais d'ailleurs il faut voir les déclarations de ces responsables. Il y a une instrumentalisation d'une fatigue, d'une lassitude des Français, en tout cas une tentative d'instrumentalisation. Vous citez Florian Philippot, vous pensez que c'est lui l'initiateur des convois de la liberté? Il suffit de regarder ses déclarations pour voir que c'est un mouvement qui l'encourage, etc. C'est pas pareil de soutenir un mouvement et d'en être à l'origine. Encore une fois, il y a absolument une lucidité sur la fatigue et la lassitude des Français vis-à-vis de cette crise. On en a tous marre. On a fait le choix, depuis le début, de prendre des mesures proportionnées. Et cet hiver, par exemple, vous avez vu chez nos voisins un certain nombre de pays qui ont reconfiné, qui ont mis en place des couvre-feux, qui ont fermé des bars, qui ont fermé des restaurants, qui ont dit à leurs concitoyens, vous pouvez fêter Noël en famille, mais pas à plus de 6 à table. Vous n'avez pas le droit de vous déplacer dans le pays pour aller fêter Noël en famille. Est-ce qu'il y a eu une seule de ces mesures en France? Ce qui se passe à l'étranger, c'est l'étranger. Les Français voient leur situation et certains considèrent le pass vaccinal comme excessif, par exemple. Mais je vais vous dire que si on n'a pas eu à prendre pendant les fêtes ces mesures qui auraient concrètement empêché les Français de pouvoir se retrouver normalement en famille pour fêter Noël, c'est précisément parce qu'on a mis en place des mesures de pass sanitaire hier, de pass vaccinal aujourd'hui, qui nous ont permis de tenir. Maintenant, on a toujours dit, dès lors qu'on peut lever des mesures de restriction, on les lève. Il y a une première étape le 2 février, il y aura une prochaine étape mercredi prochain le 16 février. Dès qu'on pourra ensuite lever le pass vaccinal, lever l'obligation du port du masque, évidemment qu'on le fera. Ça va faire s'évaporer les convois des libertés, vous pensez? Non, mais je reviens sur ce que disait Clément Beaune quand il dit ce ne sont pas des patriotes, ce sont des irresponsables. Vous semblez condamner, sans le dire, cette ligne, cette stratégie du mépris, parce que ça y ressemble beaucoup, qui n'a pas beaucoup réussi au gouvernement canadien. Non, mais vous savez, moi je suis porte-parole du gouvernement et donc je m'exprime au nom du gouvernement et vous avez entendu la position qui est la mienne et qui est celle du gouvernement. Bon, vous avez expliqué d'ailleurs à propos du pass vaccinal à l'issue du Conseil des ministres mercredi que l'amélioration des indicateurs de l'épidémie permettait d'envisager une possible levée du pass fin mars, début avril. Certains vont y voir quand même un beau cadeau électoral.
Je répondais à une question sur les propos du professeur Alain Fischer, qui lui-même a fixé cet horizon de temps dans une audition par les sénateurs. Ce qu'on a toujours dit, c'est que les mesures de lutte contre l'épidémie seraient levées dès lors qu'on aurait retrouvé une forme de normalisation à l'hôpital. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je le rappelle, il y a plus de personnes hospitalisées pour le Covid aujourd'hui dans nos hôpitaux qu'il n'y en a jamais eu depuis le début de cette crise. Voilà. Et donc on a une situation qui est très tendue. En revanche, on commence à voir une amélioration. Elle est très forte sur les contaminations. Elle commence à se confirmer sur la baisse des hospitalisations. Dès lors qu'on sera revenu à une forme de normalisation, que la situation se sera détendue, qu'on aura pu reprogrammer toutes les interventions qui avaient été déprogrammées, on arrêtera d'emmerder les Français à ce moment-là. On pourra lever les dernières mesures, et notamment le pass vaccinal. Le professeur Alain Fischer a dit qu'il pensait que ça pouvait intervenir fin mars, début avril. Ce que j'ai dit, c'est qu'on espérait que ça puisse être à ce moment-là, et qu'on a effectivement des modélisations qui nous disent qu'à cet horizon, la situation à l'hôpital pourra s'être assez largement détendue. Donc rien de plus qu'un alignement sur les propositions, ce que dit Alain Fischer. Oui, absolument, mais vous savez que le professeur Alain Fischer, c'est le président du comité d'orientation vaccinale qui a été mis en place. C'est une voie importante dans la lutte contre l'épidémie, et donc évidemment, on prend ces prévisions avec beaucoup de sérieux. 2 questions encore, Gabriel Attal. Après Éric Woerth, Natacha Bouchard, la maire LR de Calais, se rallie à Emmanuel Macron. D'abord, ces débauchages, quelle valeur ont-ils et est-ce qu'il y en aura d'autres ? Je pense par exemple à Jean-Pierre Chevènement qui était avec Emmanuel Macron à Belfort hier. Il n'y a pas de débauchage. Il y a des personnalités politiques qui annoncent leur soutien au président de la République. Vous allez les chercher quand même. Et qui le font, il vous faut voir leurs déclarations, qui le font pour des raisons de fond. Quand Éric Woerth reçoit le président de la République, il le rejoint et il le soutient parce qu'il dit que le président de la République a montré au cours de son quinquennat qu'il était en capacité d'affronter les défis immenses qui sont devant nous. Il y a en ce moment le défi international, évidemment, mais le défi de la reconstruction de notre économie, de notre pays, après une des plus graves crises qu'on a connues depuis un siècle, évidemment que le président de la République est le mieux à même d'y répondre. C'est ce qu'a dit Éric Woerth. C'est une voix importante, Éric Woerth, notamment parce qu'il fait autorité, d'une certaine manière, à droite, sur les questions budgétaires, sur les questions de responsabilité financière. Et pour ce qui est de Jean-Pierre Chevènement, qui a toujours été un grand défenseur de l'indépendance et de la souveraineté de notre pays, et notamment de la souveraineté énergétique, c'est évidemment, il y a une forme de logique et de naturel à ce qui se trouve aux côtés du président de la République. Donc Jean-Pierre Chevènement soutient Emmanuel Macron. Non, je dis il y a une forme de logique et de naturel à ce qui soit aux côtés du président de la République. Hier, au moment où le président de la République annonce un plan massif pour réinvestir notre parc nucléaire. Vous avez entendu la rumeur, Christine Lagarde, présidente de la BCE, à Matignon, en cas de réélection d'Emmanuel Macron. Alors moi, ça viendrait de Nicolas Sarkozy, c'est du sérieux ou pas ? Si je commence à commenter les rumeurs qu'on lit dans les journaux sur des hypothèses qui sont faites après l'élection, je dirais là franchement non, ça me dépasse. Et alors il y a aussi cette déclaration de votre collègue du gouvernement, la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, Elisabeth Moreno. Je voudrais juste qu'on se la remette dans l'oreille. Ces filles font du sport. Le sport, c'est de l'émancipation. Sur le terrain de foot, aujourd'hui, il n'est pas interdit de porter le voile. Je veux qu'on respecte la loi. La loi dit que ces jeunes filles peuvent porter le voile et jouer au foot. Voilà, ces filles, ce sont les fameuses hijabeuses qui militent pour le droit de porter le voile pendant les compétitions de football. Elisabeth Moreno les soutient. Est-ce la position du gouvernement, Gabriel Attal ? Non. Et d'ailleurs, Elisabeth Moreno, hier soir, a précisé ses propos auprès de l'AFP. Elle a dénoncé une instrumentalisation qui a été faite. Elle a clarifier le fait qu'elle ne soutenait évidemment pas une association qui vise à faire du prosélytisme ou qui viserait à mettre le port du voile comme une forme de condition pour pouvoir pratiquer le sport. Mais pourquoi la majorité, dans ce cas-là, rejette l'amendement LR au Sénat qui prétend clarifier la situation en interdisant clairement les signes religieux dans les compétitions sportives ? Parce que contrairement au LR, on s'attaque au vrai problème. Ah, parce que c'est pas un vrai problème, depuis le début du quinquennat, on s'est attaqué au problème de la radicalisation et des structures qui propagent l'islamisme radical dans notre pays. Est-ce que c'est la majorité LR quand elle était aux responsabilités ? Il y a un islamisme modéré. Non, l'islamisme, vous avez raison. Est-ce que c'est la majorité LR qui, quand elle était aux responsabilités, a pris les mesures que nous avons prises pour fermer des mosquées qui propagent la radicalisation, pour fermer des structures associatives qui propagent ces thèses-là aussi ? Il n'y a pas un détournement de laïcité quand on soutient le port du voile comme un signe d'émancipation parce que c'est du sport, parce que c'est du football ? Encore une fois, elle a clarifié ses propos, donc il n'y a même pas besoin de moi pour le faire. Hier soir, elle a été très claire sur ce sujet-là. Elle a regretté l'instrumentalisation qui avait été faite. Elle a elle-même clarifié, elle est revenue sur ses propos. Encore une fois, je pense qu'il faut parler des vrais problèmes et surtout apporter les vraies solutions. Mais rétablirez-vous les propositions des sénateurs LR dans la loi sport pour clarifier la situation à l'ensemble des fédérations sportives ? On a porté une loi contre le séparatisme qui a été adoptée, qui nous donne des outils
historique et inédit pour lutter contre l'islamisme, partout, y compris dans le sport. Avec un contrat d'engagement républicain qui doit maintenant être signé par toutes les associations sportives, par toutes les fédérations sportives pour recevoir des moyens publics, pour s'engager à la laïcité, pour s'engager à ne pas faire de prosélytisme. Donc pour vous, la loi est claire, l'état du droit est suffisant pour dire à ces hijabeuses, c'est illégal, rentrez chez vous. D'autant que le droit a été renforcé par la loi de lutte contre le séparatisme que nous avons portée et que la majorité a voté, qui nous donne, encore une fois, des outils historiques et inédits pour lutter contre l'islamisme dans notre pays, qui est un phénomène qui se développe depuis un certain nombre d'années en France. Il y a un investissement inédit en la matière. Et évidemment qu'on va continuer à agir, mais encore une fois, en prenant des bonnes mesures, en prenant des vraies mesures, plutôt qu'avec des slogans ou des tentatives de polémique. Merci beaucoup, Gabriel Attal, d'être venu au micro d'Europe 1 ce matin. Bonne journée à vous.